Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, c'est avec grand plaisir que je vous retrouve pour cette émission Au coin du feu. Ça fait quand même un bout de temps que je n'étais pas présent dans ces programmes, mais n'empêche, nous nous sommes préparés, nous sommes de retour. Au coin du feu, c'est désormais revenu et vous avez été très nombreux à nous demander de revenir dans cette tranche. Je vous rappelle le principe de cette émission. Au coin du feu, c'est un moment important qui nous permet, à l'image de nos ancêtres, de nous retrouver autour du feu pour que nous puissions être connectés à la mémoire et à l'histoire collective des peuples. Ici, nous avons effectivement un feu artificiel. Nous nous mettons autour du feu, mais le feu ici, c'est l'ensemble des écrits. Ceux qui ont écrit quelque chose et qui ont voulu transmettre cela à l'opinion publique, aux générations futures, ceux-là, ils ont un feu, ils ont le feu et la lumière. Les livres étant une lumière parmi nous allumée, une lampe allumée, nous allons donc, grâce aux lectures succinctes que nous faisons, présenter quelques ouvrages pour vous permettre à vous aussi de les chercher, de les lire et pourquoi pas d'agrandir notre contenu. Ce soir, nous avons abordé une thématique exceptionnelle. Le monde dans lequel nous vivons n'est pas forcément celui dans lequel nous sommes nés. Entre le moment de notre naissance et aujourd'hui, il y a eu plusieurs changements, notamment quant à la manière de produire, de conserver, de distribuer même les richesses nationales, notamment quant à la manière d'apprendre et surtout de communiquer. Nous vivons donc une grande révolution et je ne suis pas le premier ni le dernier à le dire, nous sommes dans la révolution numérique. Aujourd'hui, nous allons aborder quelques ouvrages qui ont tenté d'expliquer le monde dans lequel nous vivons. Comment ce monde se structure-t-il? Sommes-nous prêts à affronter les défis que ce monde impose? Entre les compagnies, les entreprises qui se sont accaparées des technologies nouvelles pour façonner un autre monde, l'homme est à la recherche de son équilibre. Le premier livre donc avec lequel nous allons commencer au coin du feu, il est entre mes mains, c'est le livre qui s'intitule L'âge de la multitude. Un livre écrit par deux auteurs, Nicolas Colin et Henri Verdier. C'est un livre qui est apparu aux éditions Arma Colin, avec un sous-titre notamment Entreprendre et gouverner après la révolution numérique. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Dans ce livre, nous découvrons effectivement quelque chose d'important, c'est une description de toute révolution que nous vivons aujourd'hui. Je vous lis un extrait pour pouvoir nous rendre compte de dans quel monde nous vivons aujourd'hui. Le grand public, disent les auteurs, s'est approprié les technologies numériques avec une rapidité sans équivalent dans l'histoire. Il avait fallu 80 ans pour que 50% de la population ait une automobile. En Europe et encore ici, il faut beaucoup de temps. Il a fallu 70 ans pour le téléphone, c'est que tout le monde ait le téléphone, au moins 50%. Il a fallu 70 ans. Il a fallu 50 ans pour que la moitié de la population, dans certains pays, comme en Europe surtout, ait l'électricité. Il n'aurait pas fallu 20 ans pour Internet. Et pour mesurer l'ampleur de cette révolution, de cette appropriation, il suffit d'essayer un instant de nous souvenir comment nous faisions avant le web, qui a été inventé en 1989, le premier navigateur, inventé par Massaix en 1993, Google, inventé en 1993 aussi, 98 pardon, Google, Facebook en 2004, les smartphones en 2007, ou les liseuses, etc., etc. L'auteur dit aussi effectivement que, parallèlement à ce bouleversement de nos existences, qu'est-ce qui a changé? Comment ont évolué les grandes entreprises, les universités, les règles de jeu politiques, les stratégies de communication, les écoles, les hôpitaux? Toutes ces organisations recrutent depuis 20 ans des collaborateurs familiers de ces nouveaux usages. Mais à l'exception du secteur qui, comme la musique, ont été violemment redéfinis par la révolution numérique, rien n'a changé.
Pourquoi ces organisations ont-elles tant de difficultés à s'adapter elles-mêmes aux nouveaux usages? Se méfieraient-elles d'un mouvement qui s'est déployé sans elles, parfois contre elles? La vivent-elles seulement comme une menace? Ou bien y a-t-il au cœur de leur identité quelques principes centraux qui les rendent aujourd'hui subtilement décalés? Voilà les questions que ces auteurs sont posées parce qu'ils ont constaté effectivement que plusieurs entreprises sont aujourd'hui au cœur de la révolution numérique, mais ne sont pas encore totalement adaptées. Évidemment, pour la musique, c'est évident. Aujourd'hui, nous ne courons plus derrière les cassettes, on ne court plus derrière les CD, on ne court même pas, aujourd'hui, même pas les clés USB ne sont plus d'usage. Aujourd'hui, tout le monde parle de téléchargement. Parce que chacun peut avoir la même musique, il peut l'acheter en ligne. C'est donc une très grande révolution. Les auteurs de cet ouvrage nous disent effectivement que l'âge que nous vivons aujourd'hui, et c'est d'ailleurs même le titre de l'ouvrage, c'est l'âge de la multitude. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour eux, au cœur de cette transformation globale, un phénomène nous semble à la fois crucial et sous-estimé. C'est la puissance de la multitude. Elle est devenue si importante qu'elle représente l'externalité positive la plus importante pour toute organisation. Ainsi bien qu'un gouvernement, qu'une entreprise ou un groupe d'activistes. Accepter cette puissance extérieure, savoir capter cette externalité, c'est réussir à se constituer un nouvel actif immatériel, largement aussi important que les actifs matériels. L'auteur dit effectivement que cette harmonie avec le monde hyperfluide et la puissance de la multitude est la clé de la puissance de l'économie numérique. Aujourd'hui, l'économie numérique est basée sur la capacité que vous avez. D'ailleurs, nous voyons aujourd'hui, tout le monde est en train de courir derrière les vues. Combien de vues, combien de followers, combien de personnes ont pu aimer ce que vous avez mis en place. Donc, il existe dans l'entrepreneuriat aujourd'hui cette nécessité qu'il a appelée l'externalité, la capacité de capter la puissance qu'il y a derrière. Donc, cet âge de la multitude. Aujourd'hui, les grands marchés, c'est le nombre de vues, c'est le nombre de gens qui peuvent accéder à votre produit au travers de la révolution numérique. C'est donc l'âge de la multitude. Toutes les entreprises qui grandissent aujourd'hui, elles deviennent puissantes parce qu'elles peuvent toucher la multitude. Et l'avoir dit dans cet ouvrage est une extrême importance parce que les auteurs nous permettent ainsi de comprendre à peu près quelles sont les grandes articulations de l'âge de la multitude. Cet âge où les acteurs principaux de la croissance deviennent en réalité les utilisateurs qui sont derrière les écrans. Ceux qui cliquent, ceux qui en un clin d'œil peuvent rendre quelqu'un célèbre ou pas. Vous pouvez faire une très mauvaise musique et n'est pas très bonne. On peut ne pas l'aimer par les experts en musique. Mais quand le peuple l'a désignée comme la meilleure musique, elle devient meilleure musique. Vous vous rappelez tous les concours que nous avons. Les concours, par exemple, les Voice ou d'autres concours, c'est les publics qui votent. Même si le public n'est pas éduqué à la connaissance du contenu de l'art, mais tant que le nombre a voté, même s'il s'est trompé, c'est lui qui a été voté par le peuple, surtout par le peuple connaissant la connexion numérique, celui-là il passe. Voilà le plaisir que nous avons de vous présenter. Je reviens encore là-dessus. Ces livres de Nicolas Collin et Henri Verdier, publiés sous le label de l'Armand Collin, L'âge de la multitude, entreprendre et gouverner après la révolution numérique. Quand vous lisez ces livres, effectivement, vous vous rendez compte que ce qui a été mis en place dans l'âge de la multitude, c'est la révolution numérique, c'est la capacité du grand nombre d'accéder aux produits au travers de sa connectivité. Mais qu'est-ce qui est à l'origine? Aujourd'hui, un autre phénomène a été mis en place. Et ce sera d'ailleurs la suite de notre émission par l'évocation d'un deuxième ouvrage que j'ai eu le plaisir de lire, un ouvrage écrit par le docteur Laurent André, La guerre des intelligences. Comment l'intelligence artificielle va révolutionner l'éducation. C'est un livre important. Aujourd'hui, beaucoup de gens sur nos téléphones, nous avons déjà téléchargé la plupart des applications d'intelligence artificielle.
Aujourd'hui, nous devenons dépendants de plus en plus de ces logiciels qui nous permettent d'accéder à l'information à une très très grande vitesse. Je ne veux pas vous effrayer en disant qu'aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on est pratiquement prêt de reproduire les êtres humains, au moins dans leur version numérique, dans leur version virtuelle. Alors, l'intelligence artificielle, on parle donc de la guerre entre l'artificiel et l'intelligence humaine. L'auteur, dans cet ouvrage, il fait des prospections extraordinairement effrayantes parce que quand il, par exemple, il se pose la question de savoir, il dit, le monde a connu 3 grandes révolutions technologiques et économiques en 2 siècles. La première s'étend de 1770 à 1850 avec les premières usines, puis la machine à vapeur et les réseaux de chemin de fer. Première révolution, premier moment important. La seconde de 1870 à 1910, avec la naissance de l'aviation, de l'automobile, de l'électricité et de la téléphonie. Ces inventions ont changé le monde autour des réseaux électriques et des transports. La troisième révolution a débuté vers 2000, avec l'arrivée des technologies. Les NBIC, donc les nanotechnologies, la biotechnologie, l'informatique et les sciences cognitives, qui vont bouleverser l'humanité. La dimension révolutionnaire des nanotechnologies tient au fait que la vie elle-même opère à l'échelle de nanomètres. Ça signifie le milliardième de mètre, le milliardième de mètre. Une échelle jusqu'alors hors de portée pour nous. La fusion de la biologie et des nanotechnologies va transformer l'homme en ingénieur du vivant et lui donnera un pouvoir fantastique sur notre humanité. Donc, la NBSC, dont je disais tout à l'heure, la NBSC, c'est les nanotechnologies, les biotechnologies, l'informatique et les sciences cognitives, donc, sont en réalité de plus en plus une seule science dont les volets sont interdépendants. La science du XXIe siècle, structurée autour du réseau Internet et de l'intelligence artificielle. Elle nous amène donc, dit l'auteur, le docteur Laurent Alexandre, dans un monde dont les règles fondamentales changent rapidement. L'immense puissance informatique met à notre portée des technologies dont nous pouvions à peine rêver il y a 50 ans. La révolution NBSC n'est pas juste une révolution de plus. Elle comporte 3 différences avec la vague technologique de 1870 à 1910. D'abord, on parle de l'époque. Elle dictait au monde les rythmes de changement. Aujourd'hui, elle passe à côté du NBC. Ça signifie que certains pays puissants, comme la France, comme les États-Unis, tout ça, pouvaient dicter au reste du monde leur propre volonté. Aujourd'hui, ces pays-là ne peuvent plus parce qu'à côté, il y a cette révolution. L'objet du NBC est la modification de notre humanité biologique et non plus la manipulation de la matière inanimée, ce qui pose des problèmes inédits. Enfin, la NBSC connaissent un développement, donc le NBSC connaissent un développement exponentiel, ce qui génère une énorme imprévisibilité et rabat en permanence les cartes économiques et géopolitiques. Jamais la vitesse d'évolution de notre société et l'incertitude sur sa direction n'auront été aussi grandes. Entre les premiers hominidés, donc il y a quelques millions d'années jusqu'au néolithique, c'est-à-dire vers 9000 avant Jésus-Christ,
les changements au cours d'un millénaire étaient insignifiants, l'homme évoluant très lentement. Ça, nous le savons. À partir du néolithique, le rythme de l'humanité s'est accéléré. Sédentarisation, apparition de l'agriculture et des villes, des systèmes administratifs, de l'écriture, explosion démographique et développement des sciences se succèdent en quelques millénaires. Il n'existe cependant quasiment aucune différence importante de connaissances techniques ou médicales entre les Babyloniens du deuxième millénaire avant notre ère et le 7e siècle en Europe. En médecine, les théories grecques de l'Antiquité, comme celle des humeurs par exemple, étaient encore des dogmes acceptés. L'auteur dit, à partir du 19e siècle et de la révolution industrielle, le cours de l'histoire a commencé à s'accélérer et le monde ne ressemblait plus en 1900 qu'à ce qu'il était au début du 19e siècle de l'Empire. Mais aujourd'hui, nous constatons un véritable changement et c'est l'intelligence artificielle et l'Internet qui viennent bouleverser tout cela avec, comme je le disais, les nanotechnologies, les biotechnologies et surtout les sciences cognitives. Aujourd'hui, depuis l'envol d'Internet, la plupart des secteurs économiques ont connu une profonde remise en cause. Seule l'institution chargée de la lourde tâche d'accomplir le transfert de l'intelligence et de l'instruction a été à peine touchée. L'école fait encore aujourd'hui figure d'exception. Ses méthodes, ses structures et son organisation n'ayant pour l'essentiel pas changé depuis plus d'un siècle, on pourrait presque dire depuis l'Antiquité. Dans un monde où tout change, la question de la transmission est pourtant plus brillante que jamais. Il se pose donc cette question. Évidemment, tout change sauf l'école. Et dans ces livres que je vous convie vraiment à lire, La guerre des intelligences, l'auteur fait une projection de ce qui pourra être l'école dans 2060, par exemple. Alors, avant de passer à un autre livre, laissez-moi vous dire un tout petit peu ce scénario qui paraît comme de la science-fiction, mais en réalité qui n'est pas de la science-fiction. C'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Soyons simplement attentifs aux mutations qui s'opèrent autour de nous. Dans cet ouvrage, le docteur Alexandre dit ceci, la démocratisation de l'intelligence biologique est le principal moteur de l'égalité. Quelles seront les conséquences sur l'éducation des neurotechnologies? L'augmentation des capacités cognitives des individus deviendra une tâche technique. Elle fera l'objet d'une opération médico-technologique de routine. Un enfant bête, un enfant qui n'a pas bien appris, tout ça, qui a des difficultés d'apprentissage, eh bien, on va l'amener simplement à l'hôpital et on va lui faire une opération en lui insérant dans son cerveau des nanotechnologies qui vont aller travailler avec son cerveau pour augmenter son quotient intellectuel. Voilà. L'apprentissage va changer des dimensions. Les enfants formés par neurorenforcement entreront en compétition avec ceux formés par l'école traditionnelle, s'il y en a encore. Lorsque les technologies d'amélioration cérébrale seront au point, la compétition sera aussi déloyale qu'entre le TGV et une diligence. Il faut 25 ans pour former un travailleur. Il ne faudrait in fine que quelques minutes pour neurorenforcer un patient. Dans la fable de la fontaine biotechnologique, la tortue école n'arrivera pas avant le lièvre neuro-augmenté. La concurrence de l'intelligence artificielle sera l'un des moments importants d'une généralisation du neuro-renforcement chez les enfants. De plus en plus, il s'agira pour les parents du seul espoir d'assurer un avenir à leurs enfants. Une motivation qui viendrait s'ajouter à un autre levier non moins puissant, notre passion de l'égalité qui nous conduira à adopter une sorte de droit opposable à l'intelligence. Chers amis téléspectateurs, vous vous rendez bien compte
que nous sommes dans une très grande révolution et ça a des allures un tout petit peu prophétiques. Hein, parce que s'il faudra renforcer les enfants de cette manière-là, peut-être qu'on pourra régler ce nombre de problèmes. Mais ici, je ne fais que vous présenter ce que l'auteur a dit avec ce que ça comporte comme réflexion autour. Je voudrais donc dire comment l'intelligence artificielle va révolutionner l'éducation. Livre du docteur Laurent Alexandre, un livre qui a été imprimé à la maison J.C. Lattès. C'est un bon livre. Il faut dire que l'auteur lui-même, il est neurochirurgien, il est neurobiologiste, il est énarque, fondateur de Doctissimo et de plusieurs entreprises de high-tech, auteur de 2 ouvrages de référence, La mort de la mort et La défaite du cancer, aux éditions Lattès. Voilà un livre que j'ai eu le plaisir de vous présenter qui va en droite ligne de compléter un tout petit peu cet âge de la multitude. Nous allons terminer cette émission avec un 3e ouvrage parce que Au coin du feu nous a amené aujourd'hui vraiment dans le cœur même du savoir humain. Presque, nous avons fréquenté presque ce que nous appelons ici les zones de blasphème. Les zones où les religieux peuvent dire non, là vous touchez à ce qui concerne Dieu. Alors, si nous travaillons, comme il a dit, si l'éducation pour demain va toucher ce qu'on appelle le neuro-renforcement, eh bien nous allons obtenir un autre être humain que l'on va appeler l'homme augmenté. Et c'est le titre d'un ouvrage que j'ai eu le plaisir de lire, un ouvrage écrit par Raphaël Gaillard, L'homme augmenté, c'est le futur de nos cerveaux. L'homme augmenté, c'est l'homme connecté. C'est cet homme-là qui va utiliser la machine comme un prolongement de ses capacités. Il va donc augmenter ses capacités. Alors, quelques extraits pour vous remettre un peu l'eau à la bouche. Alors, l'auteur dit ceci, ce qui va être l'homme augmenté, il va avoir quelque chose qui est important en matière de concentration. Les choses sont rarement égales à elles-mêmes. N'avez-vous jamais expérimenté ces brefs moments de flottement pendant lesquels vous allez jusqu'à perdre le fil de ce que vous faisiez? Votre regard devient fixe. Soudainement, il est dépossédé de cette profondeur qui donne à votre interlocuteur le sentiment d'être écouté. Pendant quelques secondes, vous êtes un automate qui prive l'autre de votre humanité. Vous étiez plongé dans vos pensées, parti dans un monde de tracas ou de trésors. On peut peut-être, ou peut-être vous êtes-vous absenté à vous-même, comme si quelque chose avait manqué de s'éteindre quelques brefs instants. À moindre échelle, l'enseignant constatera l'erreur grossière de l'élève sur sa copie, en la qualifiant curieusement de faute d'inattention, quand c'est faute d'inattention, quand c'est faute d'attention qu'elle fut commise. Il est tentant d'utiliser une métaphore électrique pour rendre compte de ces phénomènes. On comprend donc dans l'auteur, il explique qu'effectivement nous avons ce genre de moments-là. Alors l'homme augmenté n'aura pas ce genre de flottement. Il aura été déjà travaillé par son cerveau et il sera devenu quelqu'un de puissant, quelqu'un qui sera capable d'organiser autour de lui des capacités qu'aujourd'hui donne l'intelligence artificielle. Alors lui, il estime que l'homme augmenté va nous permettre d'accélérer les recherches en psychiatrie. Et les différents problèmes de comportement qui touchent les gens ne vont plus revenir. Voilà, nous allons terminer cette émission. Je ne suis pas allé très en profondeur parce que c'est des domaines extrêmement pointus qui sont en train de s'exprimer maintenant autour de nous. Je voudrais donc dire simplement que de l'âge de la multitude à l'homme augmenté, 2 phénomènes majeurs sont intervenus dans l'histoire de l'humanité.
l'Internet et l'intelligence artificielle. Et tout ceci, évidemment, nous le vivons sous les prismes d'une certaine dépendance par rapport à cette absence d'intelligence que nous n'avons pas encore maîtrisée. Mesdames et messieurs, c'est avec plaisir que je vous dis au revoir à la fin de Au coin du feu. Nous allons nous retrouver à un autre numéro pour aborder d'autres questions. Mais aujourd'hui, je vous recommande de lire Raphaël Guéard, L'homme augmenté, de lire La guerre des intelligences de Laurent Alexander et de lire surtout aussi L'âge de la multitude de Nicolas Colin et de Henri Verdier. Avec plaisir de vous retrouver la prochaine fois. Prenez compte de tout cela. Soyons des hommes augmentés, d'abord par notre capacité à lire et à comprendre ce qui nous entoure. Au revoir.